Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Alain Pecker, donc j'ai fait mes études à l'école des Ponts et Chaussées avant de poursuivre à l'Université de Californie à Berkeley. Quand je suis revenu en France, j'ai rejoint le laboratoire de mécanique des solides de l'école polytechnique, puis un bureau d'ingénieur conseil en mécanique des sols qui s'appelait Mécasol, avant de fonder en 1981 Géodynamique et Structure, donc qui est un bureau d'ingénieur conseil en génie parasismique. Et en parallèle, j'ai enseigné à l'école des Ponts depuis 1974. Maintenant, si on veut parler de votre expérience et votre carrière au sein de la FPS, est-ce que vous avez un projet en tête particulièrement remarquable qui a eu lieu pendant cette carrière? Il m'en vient deux à l'esprit quand j'étais président. Le premier, c'est l'organisation de la 5e conférence internationale de microzonage. C'était la première fois que ce cycle de conférences était organisé en dehors des États-Unis. Et ce sont nos collègues américains qui sont venus nous chercher pour essayer d'organiser conjointement cette conférence en France, qui est une reconnaissance du travail qui était fait par la FPS à l'époque. Le deuxième événement marquant, c'était en 1994, lors de la conférence européenne qui avait lieu à Vienne. On avait présenté la candidature de la France pour la conférence suivante, en 1998 à Paris, et on a eu la joie d'obtenir cette candidature et de pouvoir organiser en 1998 la conférence européenne à Paris. Et maintenant, toujours dans le cadre de votre expérience, en vous laissant choisir un pays dans lequel vous êtes intervenu, quel a été votre ressenti sur la perception du risque et du dimensionnement sismique dans ce pays? Alors, j'ai eu la chance au cours de ma carrière d'intervenir dans beaucoup de pays, en Europe et aux États-Unis, en Grèce, en Italie, en Turquie, qui sont des zones fortement sismiques. Alors, si je prends l'exemple de la Grèce, qui est certainement le pays que j'ai le plus pratiqué, c'est vrai que ces gens-là vivent avec le risque sismique tous les jours. Toute personne vivant en Grèce, en Italie ou en Californie aura ressenti dans sa vie un événement sismique. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, personnellement, j'en ai ressenti un tout petit. Donc, forcément, ça donne une vision différente de la problématique et l'investissement qu'ils peuvent mettre dans la protection parasismique n'est pas à la même échelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour eux, est absolument vital. Pouvez-vous nous citer une évolution majeure que vous avez pu observer pendant votre carrière en génie parasismique? L'évolution majeure, c'est vraiment la généralisation du concept de dimensionnement en capacité. Alors, le concept de dimensionnement en capacité, il n'est pas récent, il a été introduit dans les années 69-70 par Newmark, par Bloom, etc. Mais en fait, il a vraiment été généralisé par l'équipe néo-zélandaise de génie parasismique, les 3P, Paulet, Park et Priestley. Et on a coutume maintenant d'attribuer le dimensionnement en capacité à Tom Paulet, qui vraiment a contribué à le généraliser partout dans le monde, l'importance de ce dimensionnement en capacité. La deuxième évolution que l'on voit se mettre en place doucement, c'est un basculement, je dirais, des approches en force pure vers des approches en déplacement. Et ça, c'est quelque chose qui va se généraliser parce que fondamentalement, scientifiquement, ce sont les déplacements ou les déformations qui sont importantes. Maintenant, on va vous poser une question sur une photo. Que vous évoque cette photo? Ça, c'est de la provocation. C'est certainement le projet le plus emblématique sur lequel j'ai eu la chance de travailler, qui m'a occupé pratiquement une dizaine d'années. Et la photo qu'on voit là, c'est une inclusion de la fondation du pont de Rion-Thirion, avec à l'intérieur de l'inclusion, qui faisait 2 mètres de diamètre quand même, Riccardo Dobri, qui faisait partie de l'équipe de contrôle du pont. On sortait totalement de tout ce qui avait jamais été fait, que ça nous a permis d'introduire des concepts nouveaux au niveau des fondations. Et puis, je dirais presque plus, ça s'est fait au sein d'une ambiance extraordinaire, avec toute l'équipe, que ce soit le concessionnaire de l'ouvrage, le constructeur, les bureaux de conception ou les contrôleurs. On a eu des relations très privilégiées que l'on a conservées depuis. J'ai revu Riccardo Dobri il y a 15 jours et on en parle encore entre nous de cet ouvrage. Puis le pont de Izmit en Turquie, le pont de Kanakkale sur le Bosphore, ont recopié exactement les mêmes concepts de fondation. De même en France, l'installation ICEDA, une installation nucléaire, a également pris un système d'inclusion rigide. Donc ça, c'est des reconnaissances a posteriori que le concept est viable. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote ou un fait marquant qui a eu lieu pendant votre carrière à la FPS?
C'était avant que je ne sois président, c'était dans les années 90 où j'étais président du CST, où on a attaqué la rédaction de ce que sont devenues les recommandations AFPS 90. C'était la première fois qu'on mettait autour d'une table quand même des personnes d'horizons divers, des bureaux de contrôle, des bureaux d'études, des entreprises, des représentants de l'administration, avec l'objectif de produire un document, alors on ne parlait pas de normes à l'époque, on parlait de recommandations, mais qui soit utile à la profession. Et ça a été très enrichissant pour tout le monde, je pense. Et surtout, ça a permis de déboucher sur les règlements actuels, c'est-à-dire ça a servi de base au PS 92. Et j'irai même plus loin, lorsqu'on a démarré les premières versions, les versions actuelles de l'Eurocode 8, ça nous a beaucoup aidé parce que c'était vis-à-vis des étrangers, on avait un document existant, on avait déjà écrit des choses et donc on avait une relation avec nos collègues étrangers, pas prépondérante, mais au moins ils se rendaient compte que l'on avait des choses à dire. Maintenant, si on veut parler un peu de perspective et d'avenir, est-ce que vous pouvez partager une idée d'axe d'amélioration qu'on peut apporter sur les normes de dimensionnement sismique, que ce soit en France ou à l'étranger? Je pense que globalement, on devrait essayer d'aller vers une simplification des normes, être beaucoup moins contraint à l'intérieur d'une norme, parce qu'une norme trop compliquée et sujette est une cause d'erreur. Quelqu'un qui n'a pas participé à l'élaboration des normes ne connaît pas forcément tout le background qu'il y a derrière, et donc peut mal interpréter et mal appliquer la norme. Je pense que là, il y a vraiment une source d'amélioration. Après, il y a plein d'autres sources d'amélioration, par exemple au niveau des fondations, de changer un petit peu le paradigme qui voulait que les fondations soient protégées absolument, soient un des éléments les plus résistants de l'ouvrage. Maintenant, on a un petit peu, et le pont de Rion-Antirion a contribué à ça, on a un peu basculé. Maintenant, il y a un nouveau paradigme où on accepte des dommages dans les fondations. Alors, entendons-nous, dommages, tassements, décollements, limités, contrôlés, bien entendu, mais on accepte ce genre de dommages pour protéger la structure. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire et quelqu'un comme Georges Gazetas contribue beaucoup à populariser ce genre d'approche. On n'est plus sur le paradigme, il faut absolument que la fondation soit protégée. Et quel serait votre conseil ou message aux jeunes qui débutent une carrière en ingénierie ou bien en génie parasismique? Mon conseil, ce n'est pas uniquement sur le génie parasismique, je dirais que c'est valable pour tout type de travail d'ingénierie, c'est surtout de penser à garder un sens physique sur les approches qu'ils font. Alors, on voit de plus en plus des plans AutoCAD qui sont transformés automatiquement en modèles de calcul, qui sont mis dans la machine et qui sortent des résultats. Et là-dedans, l'intervention de l'ingénieur, elle a disparu un petit peu. Or, le travail de l'ingénieur, ce n'est pas de faire du calcul. Le travail de l'ingénieur, c'est d'être un concepteur. Et ça, la machine ne le remplacera pas. Et donc, garder le sens physique, ne pas faire une confiance aveugle au calcul. Mais quand j'ai commencé ma carrière, ça n'existait pas tout ça. On avait à peine une calculatrice. Et donc, quand il fallait faire des modèles de structure, on avait quelques degrés de liberté. Donc, il fallait vraiment réfléchir à la façon dont la structure allait se comporter. Et après, on modélisait ce comportement. C'est-à-dire que le travail d'analyse, il était fait à l'amont, avant de faire son modèle. Donc, si j'ai un conseil à faire, c'est de ne pas perdre ce sens physique des choses. Et quel serait votre message au colloque qui se déroule aux Antilles? Alors mon message, le premier, c'est d'abord de m'excuser et de regretter de ne pas pouvoir être présent à ce colloque. C'est quand même un événement toujours extrêmement important, une occasion de rencontrer des collègues, d'échanger des idées. Les idées viennent des échanges, on n'a pas l'idée brutalement tout seul dans son coin. Et puis, on est dans une zone, dans la zone du territoire français la plus sismique, donc de ne pas non plus occulter le problème, mais de se dire que ce n'est pas dramatique. On a les moyens de se prémunir, de construire parasismique, comme le montrent les événements récents ou un tout petit peu moins récents. Lorsque les recommandations ou les normes sont correctement appliquées, on arrive à un niveau de protection qui est tout à fait correct. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête sous le tapis, il ne faut pas se décourager, il faut prendre les choses par le bon bout et on a les moyens de réussir tous ensemble à assurer la protection parasismique des populations.